La mort peut survenir de façon les plus inattendues et parfois dans des circonstances particulières et malheureuses. Cette vidéo explore 5 autres histoires vraies de personnes décédées dans des conditions extrêmement étranges. Ce sont des récits d'accidents et d'erreurs qui ont conduit à l'imprévu, nous rappelant à quel point la vie peut être fragile. Le 30 novembre 2004, à Kent, dans l'État de Washington, Philip Quinn, un homme de 24 ans, a été retrouvé mort dans sa caravane après un accident tragique impliquant une lampe à lave. Connu pour sa curiosité, Philip était enthousiaste à l'idée d'essayer sa nouvelle lampe à lave, un objet décoratif populaire pour le doux mouvement de la cire à l'intérieur. Ces lampes chauffent la cire grâce à une ampoule, ce qui la fait monter et descendre à l'intérieur d'un récipient en verre. La lampe conçue pour fonctionner à une température d'environ 60 degrés, avec la cire fondant lentement sous la chaleur douce d'une ampoule de 40 watts. Cependant, l'impatience de Philip pour voir la lampe en action l'a conduit à une erreur fatale. Philip, frustré que la lampe ne fonctionne pas aussi rapidement qu'il l'espérait, a décidé de la poser sur sa cuisinière pour accélérer le processus. Cette décision s'est avérée mortelle car le récipient en verre de la lampe n'était pas conçu pour supporter la chaleur directe d'une cuisinière. La chaleur intense a rapidement surchauffé le liquide et la cire à l'intérieur de la lampe, les faisant se dilater plus vite qu'ils ne le devaient. La cire, qui devait normalement monter et descendre lentement, chauffait désormais de manière incontrôlée. Les lampes à lave sont conçues pour fonctionner dans des températures contrôlées et la chaleur de la cuisinière a poussé la température bien au-delà des limites de sécurité. Alors que la pression augmentait à l'intérieur du récipient en verre, la structure de la lampe n'a pas pu la contenir. En quelques instants, le récipient a explosé. Un grand éclat de verre provenant de la lampe à lave a été projeté dans les airs avec force et a frappé directement Philip en pleine poitrine. Le verre a transpercé son cœur, causant une blessure mortelle. Sous le choc et en grande douleur, Philip a réussi à tituber jusqu'à sa chambre avant de s'effondrer. Ses parents l'ont retrouvé plus tard allongé mort au sol avec les débris de la lampe à lave éparpillés dans la cuisine. Les enquêteurs ont rapidement écarté toute possibilité de jeu déloyal ou de consommation de substances. Ils ont conclu: pendant l'enquête, la police a noté les restes brûlés et brisés de la lampe à lave dans la cuisine. Il était clair que Philip avait tenté de précipiter le processus en utilisant la cuisinière, ce qui a conduit à l'explosion. La cire à l'intérieur du récipient avait finalement commencé à bouger juste avant que le récipient en verre ne se brise à cause de la chaleur excessive, envoyant des éclats mortels voler. Les fabricants de lampes à lave mettent en garde contre le fait de placer ces lampes près de sources de chaleur directes comme les cuisinières, car cela pose un risque important de surchauffe et d'explosion. La mort de Philip Quinn a même été examinée par l'émission télévisée populaire Mythbusters en 2006. Dans l'épisode 17, l'équipe a tenté de recréer les circonstances de sa mort. Ils ont chauffé une lampe à lave sur une plaque chauffante électrique et utilisé une réplique de cage thoracique humaine pour simuler l'effet. Leur expérience a confirmé que la lampe à lave pouvait exploser lorsqu'elle était surchauffée, projetant des éclats de verre avec une force dangereuse. Bien que Mythbusters ait démontré qu'une explosion était possible, ils n'ont pas trouvé de morceaux de verre incrustés dans le torse de leur mannequin humain comme cela avait été le cas pour Philip. Cependant, leurs tests ont montré que la chaleur extrême de la cuisinière faisait monter rapidement la pression à l'intérieur de la lampe, rendant l'explosion inévitable. L'histoire de Philip Quinn montre comment un moment d'impatience peut se révéler mortel. Elle souligne l'importance de suivre les consignes de sécurité et d'utiliser les objets domestiques correctement. Bien que les lampes à lave soient fascinantes et magnifiques, elles sont conçues pour fonctionner dans des conditions spécifiques. Le 14 août 2010, un samedi matin chaud dans le Kentucky, Kelita Nicole Hicks, une jeune femme de 20 ans originaire d'Olive Hill, conduisait sur Country Road 519 dans sa Chevrolet. Kelita vivait avec ses parents, John et Janice Abney Hicks. Elle avait également un frère, Jeremy Clayton, et une sœur, Stephanie Campbell. Ce jour-là, Kelita et son passager ont décidé de tenter une manœuvre dangereuse. Ils prévoyaient de changer de siège alors que la voiture était encore en mouvement. La Chevrolet de Kelita possédait un toit ouvert en forme de T, ce qui leur semblait rendre l'échange possible. Leur idée était que Kelita grimpe sur le toit pendant que son passager se glisse sur le siège du conducteur. Kelita a commencé à se hisser sur le toit de la voiture qui roulait à toute vitesse. Mais la situation a pris une tournure fatale. En grimpant, elle a perdu l'équilibre. Son pied a frappé le volant, provoquant une embardée du véhicule. Son passager a tenté de reprendre le contrôle en agrippant le volant, mais Kelita était déjà tombée de la voiture. Elle a été transportée d'urgence au centre médical de l'Université du Kentucky à Lexington où elle a été opérée, mais elle n'a pas pu être sauvée. Kelita est décédée plus tard ce matin-là.
Le bureau du coroner du comté de Fayette a confirmé que ces blessures liées à la chute étaient la cause de sa mort. La décision imprudente de changer de siège, en voiture en mouvement, a coûté la vie à Kelita. Pendant ce temps, bien qu'il ait évité une catastrophe supplémentaire, le passager a fait face à des conséquences juridiques. Il a été arrêté et accusé de conduite avec un permis suspendu, d'immatriculation incorrecte et de défaut d'assurance. La mort soudaine de Kelita a bouleversé sa famille. Ses parents, John et Janice, étaient dévastés. Ses frères et sœurs, Jérémy et Stéphanie, ont eu du mal à surmonter la perte. Le 17 août 2010, Kelita a été enterrée. Ses funérailles ont eu lieu à la chapelle funéraire Globe à Olive Hill, dans le Kentucky. Kelita a été inhumée au cimetière familial X sur Garven Ridge à Olive Hill, entourée de ses proches en deuil. L'histoire de Kelita a ensuite été mentionnée dans les Darwin Awards, une plateforme qui met en avant les décès résultant de comportements imprudents. L'entrée, intitulée « Ride M Cowgirl », a qualifié la mort de Kelita de récit d'avertissement. Il y a de nombreuses leçons à tirer de cette tragédie. Le plus important est qu'elle montre les dangers de ne pas prendre la sécurité routière au sérieux. Tenter des cascades dangereuses en conduisant peut avoir des conséquences désastreuses. Bien que le passager de Kelita ait tenté de prévenir un pire résultat en agrippant le volant, sa décision irresponsable, conduire avec un permis suspendu, a contribué à la situation. Et si elles avaient simplement arrêté la voiture pour changer de siège en toute sécurité? Et si elles avaient pris le temps de réfléchir aux conséquences potentielles avant de prendre un tel risque? Et Kelita Nicole Hicks, née en 1989, a perdu la vie à seulement 20 ans à cause d'une décision impulsive. Sa mort nous rappelle l'importance de la sécurité routière, laissant sa famille et sa communauté pleurer la perte d'une jeune femme qui avait tant devant elle. Un soir de septembre 2008, à Edlington, South Yorkshire, en Angleterre, Andrew Lee, un homme de 33 ans, conducteur de chariot élévateur et aspirant-chef, a décidé de relever un défi audacieux. Connu pour son amour de la cuisine, Andrew souhaitait tester ses limites avec une sauce chili extrêmement épicée. La cuisine n'était pas seulement un passe-temps pour Andrew, il était passionné par l'expérimentation de nouvelles recettes et rêvait de devenir chef en France un jour. Sa chambre était remplie de livres de cuisine. Et il créait souvent des plats innovants. Ce soir-là, Andrew avait parié avec le frère de sa petite amie Michael. Le défi était simple mais risqué, voir qui pourrait supporter de manger la sauce chili la plus épicée. Le père d'Andrew avait cultivé les piments utilisés dans la sauce, spécialement préparés pour le concours. Avec leurs assiettes, Andrew et Michael ont commencé le défi. Ils ont mangé la sauce avec des nachos et Andrew l'a ajoutée à une assiette de pâtes. Ce n'était pas une sauce ordinaire, elle était faite avec certains des piments les plus forts disponibles. Même pour Andrew, qui utilisait régulièrement du chili dans sa cuisine, c'était au-delà de tout ce qu'il avait essayé auparavant. Au début, les deux hommes ont ressenti la chaleur intense attendue. Leurs visages sont devenus rouges et la sueur coulait sur leur peau. La sauce était écrasante, mais Andrew a tenu bon. Cependant, peu de temps après le concours, Andrew a commencé à ressentir une sensation de démangeaison inhabituelle qui l'inquiétait. À 2h30 du matin, il est allé se coucher chez sa petite amie Samantha, Bailey, ressentant toujours des démangeaisons. Samantha, mère de 4 enfants, a essayé de le réconforter en lui grattant le dos jusqu'à ce qu'il s'endorme enfin. Le lendemain matin, Samantha s'est réveillée dans un cauchemar. Andrew était inerte, allongé dans le lit. Elle a appelé une ambulance, mais malgré les efforts des ambulanciers, Andrew a été déclaré mort sur place. Sa mort soudaine a choqué tout le monde. Andrew était en bonne santé et avait récemment passé un examen médical complet au travail. Personne ne comprenait comment un simple concours de dégustation de sauce chili pouvait avoir une issue si tragique. Une enquête a été lancée et une autopsie a été réalisée, mais elle n'a pas fourni de cause de décès claire. Pour approfondir les investigations, des tests toxicologiques ont été commandés pour déterminer si la sauce chili avait pu provoquer une réaction mortelle. La capsaïcine, le composé qui rend les piments épicés, présente certains bienfaits pour la santé, mais peut également provoquer des problèmes graves en grande quantité. La mère d'Andrew, Pamela, était dévastée par la mort subite de son fils. Elle l'a décrit comme un homme en bonne santé et ambitieux, passionné de cuisine. Et elle ne comprenait pas comment une activité si normale pouvait se terminer par une tragédie. La famille attendait anxieusement des réponses, espérant que les résultats toxicologiques apporteraient des éclaircissements. Cet événement a sensibilisé à la dangerosité potentielle de la consommation d'aliments extrêmement épicés. Les experts en santé ont mis en garde contre la tendance à cultiver des variétés de piments de plus en plus forts, notant que même des réactions légères peuvent inclure des yeux brûlants, un nez qui coule et des hoquets. Dans de rares cas, des réactions graves peuvent entraîner des complications plus sérieuses, comme des problèmes cardiaques, ce qui pourrait avoir été le cas d'Andrew.
L'amour d'Andrew pour la cuisine et sa volonté de relever des défis culinaires se sont terminés de manière inattendue et déchirante. Et si Andrew avait décidé de ne pas relever le défi cette nuit-là? Le 7 août 1997, à Buxton, en Caroline du Nord, un petit village sur l'île de Hatteras, Daniel Jones, un étudiant de 21 ans originaire de Woodbridge, en Virginie, profitait de ses vacances d'été en passant une journée à la plage avec sa petite amie, Julie Baker. Il étudiait au Northern Virginia Community College et travaillait comme ingénieur en systèmes informatiques. Ce jour-là, il faisait une activité qu'il aimait depuis son enfance, creuser dans le sable. Daniel était sur l'île de Hatteras depuis une semaine avec Julie. Le couple était ensemble depuis 4 ans, s'étant rencontrés au lycée, et ils prévoyaient de se marier. Julie accompagnait souvent Daniel lors de ses sorties à la plage, et cette fois ne faisait pas exception. Elle le regardait creuser un grand trou dans le sable, filmant le moment avec sa caméra vidéo. Le trou que Daniel creusait était inhabituellement profond, environ 2,7 mètres de profondeur et 2,4 mètres de largeur. Il avait passé la majeure partie de la matinée à creuser, probablement appréciant la température plus fraîche et un moment à l'abri du vent à l'intérieur du trou. Aux alentours de 13h50, la tragédie s'est produite. Les parois du trou se sont effondrées, ensevelissant Daniel sous plusieurs pieds de sable. Julie a crié à l'aide et les personnes à proximité se sont précipitées pour aider. La panique s'est rapidement installée lorsqu'ils ont compris à quel point la situation était dangereuse. Le sable était lourd et compact, emprisonnant Daniel en dessous. Les touristes, les habitants et les secouristes ont immédiatement commencé à creuser. Ils utilisaient tout ce qu'ils pouvaient trouver, de leurs mains aux petites pelles en plastique pour enfants. Malheureusement, le sable continuait de s'effondrer dans le trou, rendant son accès encore plus difficile. Il a fallu près d'1 heure avant que l'équipe de secours ne découvre la tête de Daniel. Ils ont placé un masque à oxygène sur son visage, mais il était déjà trop tard. Daniel a été déclaré mort au centre médical de l'île de Hatteras. La cause du décès était la suffocation. La nouvelle de la mort tragique de Daniel s'est répandue rapidement, choquant ceux qui le connaissaient. Sa mère, Mary Ann Jones, a parlé de l'amour de Daniel pour creuser, se souvenant que c'était une activité qu'il pratiquait depuis l'enfance. Il a toujours aimé jouer dans le sable, mais n'a jamais creusé aussi profondément, a-t-elle partagé. Daniel n'était pas juste un vacancier ordinaire, il était également un scout émérite. Il faisait régulièrement du bénévolat dans un refuge pour sans-abri à Washington, D.C., distribuant des sandwichs chaque vendredi soir. Sa mort a laissé un grand vide dans le cœur de ceux qui le connaissaient et l'aimaient. Julie Baker, sa petite amie, était dévastée. Le couple partageait des rêves pour l'avenir, et la mort soudaine de Daniel a brisé ses projets. Ses amis et sa famille se sont rassemblés pour pleurer la perte d'un jeune homme plein de potentiel, dont la vie a été tragiquement écourtée. Les habitants et les touristes se sont interrogés sur la raison pour laquelle Daniel avait creusé un trou si profond. Carol Dillon, propriétaire du motel Outer Banks où Daniel avait séjourné, se souvenait de son comportement aimable et amical. Il était comme un rayon de soleil, a-t-elle dit. Ryan Dawson, un jeune homme de 19 ans originaire de Buxton qui a participé au sauvetage, a exprimé sa tristesse face à la tragédie. « J'espérais juste qu'il soit vivant quand on l'a sorti », a-t-il dit, attristé par le résultat. Malgré l'effort massif de ceux qui l'entouraient, Daniel n'a pas pu être sauvé, laissant sa famille et ses amis pleurer la perte d'un jeune homme brillant et attentionné. Le 22 février 2008, à Swansea, dans le sud du pays de Galles, Adam Dilley, un étudiant en design graphique de 34 ans, assistait à une exposition de photographies au Monkey Café, une boîte de nuit. Originaire de Birmingham, Adam avait déménagé à Swansea pour poursuivre ses études tout en travaillant à temps partiel dans ce club afin de financer sa scolarité. Adam était apprécié pour sa personnalité amicale et son goût pour l'amusement. Au fil de la soirée, un concours de nourriture improvisée a commencé parmi les participants. Ce n'était au départ qu'une plaisanterie bon enfant. Voir qui pouvait mettre le plus de petits gâteaux appelés fairy cake, des mini-gâteaux éponges, dans sa bouche. Une personne a réussi à en mettre 3, puis une autre en a placé 4. Adam, emporté par l'ambiance, a décidé de participer et a tenté d'en insérer 5 dans sa bouche. Cependant, la situation a rapidement dégénéré. Adam s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus respirer et a commencé à s'étouffer. Il s'est dirigé vers les toilettes, probablement pour essayer de recracher les gâteaux. Malheureusement, ses amis ont d'abord pensé qu'il plaisantait toujours et n'ont pas remarqué la gravité de la situation.
L'un des amis d'Adam, Daniel Finselbach, a remarqué que quelque chose n'allait pas et l'a suivi jusqu'aux toilettes. Là, il a vu Adam convulser, luttant pour expulser les gâteaux de sa gorge. Daniel a immédiatement tenté la manœuvre de Heimlich pour dégager les voies respiratoires d'Adam. Malgré ses efforts, Adam s'est effondré et s'est cogné la tête sur la cuvette des toilettes. Les secours ont été appelés immédiatement et sont arrivés en moins de 10 minutes, mais Adam était déjà en arrêt cardiaque. Ils l'ont transporté d'urgence à l'hôpital Singleton poursuivant les tentatives de réanimation, mais malheureusement, Adam a été déclaré mort à 3h20 du matin. La nouvelle de la mort d'Adam a choqué tous ceux qui le connaissaient. Amanda Devey et Paul Dyke, les propriétaires du Monkey Café, étaient dévastés. Dans une déclaration, ils ont exprimé leur profonde tristesse et présenté leurs condoléances. Une enquête sur la mort d'Adam a confirmé que la cause était un étouffement dû à une obstruction alimentaire dans les voies respiratoires supérieures et inférieures. Le docteur Maurizio Brotto, qui a pratiqué l'autopsie, l'a vérifié. Le coroner, Philip Rogers, a conclu à une mort accidentelle, soulignant les risques de telles actions. Au cours de l'enquête, il a été révélé qu'Adam avait consommé de l'alcool ce soir-là, avec un taux d'alcoolémie environ 1,5 fois supérieur à la limite légale pour conduire. Cependant, le docteur Brotto a expliqué que ce niveau n'aurait pas significativement altéré le jugement d'Adam, d'autant plus qu'il était habitué à boire. Le caractère spontané du concours de consommation de gâteaux a été un point clé de discussion lors de l'enquête. Stephen Jenkins, un autre participant, a expliqué comment le concours avait commencé. Il y avait un plateau de gâteaux du buffet. Mon ami a essayé d'en mettre 3 dans sa bouche, alors j'ai essayé de le battre en mettant 4. Adam a entendu parler de cela et a tenté 5. Je l'ai vu avoir du mal, mais ensuite il s'est dirigé vers les toilettes. Daniel Finselbach, qui avait tenté de sauver Adam, a décrit ce qu'il avait vu. J'ai vu Adam se diriger vers les toilettes, son corps convulsant. Il avait du gâteau autour de la bouche et il peinait à respirer. Je l'ai suivi, lui ai frappé le dos violemment, puis essayé la manœuvre de Heimlich, mais il s'est effondré. Le verdict du coroner concluant à une aventure malheureuse a mis en lumière la nature accidentelle de la mort d'Adam. Philip Rogers a souligné que les activités impliquant de grandes quantités de nourriture sont intrinsèquement dangereuses et doivent être évitées. Il a également précisé que le personnel du bar n'avait pas organisé le concours de gâteaux qui était une initiative spontanée des participants. La famille d'Adam a été profondément affectée par sa mort soudaine. Il était leur enfant unique et ses parents, Sandra et Robert, étaient trop bouleversés pour assister à l'enquête. Ils étaient fiers de leur fils et de ses projets de déménagement en Nouvelle-Zélande après ses études. La communauté du Monkey Café a également pleuré la disparition d'Adam. Des fleurs et des hommages ont été déposés devant le café en sa mémoire. Paul Cunningham, un ingénieur du son du club, a exprimé sa tristesse et incité les gens à être prudents avec des blagues similaires, avertissant « Ne jouez pas à ces jeux, ils peuvent se terminer en tragédie ».